Entreprise, la caractérisation et l'évaluation des risques professionnels des postes occupés par les femmes sont probablement connus de tous au même titre que ceux des hommes. Ils sont évalués de la même façon, en fait. Il n'y a pas de spécificité de genre. Certaines expositions sont même connues pour être spécifiquement un risque pour les femmes. Donc c'est le cas du travail de nuit, vous l'avez souligné, où le risque de cancer du sein chez la femme est un risque identifié pour lequel la surveillance du risque a fait l'objet d'une recommandation de bonne pratique qui a été labellisée en 2012 par la HAS. C'est à peu près la seule chose qui est un peu spécifique. Il semble en revanche que les risques professionnels dans les secteurs professionnels plutôt féminins ne soient pas suffisamment maîtrisés au regard de certains secteurs plutôt masculins. Vous avez cité le nettoyage, c'est plutôt un secteur très féminin. De même, les spécificités liées au fait que le poste soit occupé par une femme ne sont pas suffisamment perçues, sauf dans le cas précis de l'état de grossesse ou de l'allaitement, où le lien entre santé et exposition professionnelle chez la femme alerte presque systématiquement les employeurs. Et donc, les visites chez les médecins du travail sont souvent déclenchées, donc soit par l'employeur, soit par la salariée elle-même qui, dans cet état-là, on va dire, va se signaler. Et dans ces cas-là, des aménagements de poste sont généralement préconisés et sont généralement non plus pas contestés, ce qui est un peu important. Par contre, il n'y a pas suffisamment, c'est vrai, de prise de conscience de spécificités telles que les spécificités anthropométriques ou physiologiques des femmes dans la conception, par exemple, des postes de travail. Aujourd'hui, les postes de travail peuvent être occupés aussi bien par des hommes et par des femmes. Et cependant, voilà, les conditions dans lesquelles on crée aujourd'hui les postes sont souvent normées du coup sur des mesures masculines. Et donc ça peut générer par contre des maladies professionnelles. Par exemple, en milieu de production, la conception de lignes de montage ou de production prennent pour référence anthropométrique des mesures masculines. Ainsi, les postes de travail sont souvent en plus non réglables, donc elles sont peu adaptées au gabarit des femmes, et ça, c'est un risque d'apparition de TMS, par exemple. Autre exemple, dans la logistique, exposant au port de charge et où le travail se féminise de plus en plus, l'organisation du travail et la conception des postes ne prévoient pas de rendre tous les postes accessibles aux femmes. En s'adaptant à la différence du corps des femmes par rapport à celle des hommes, donc une taille plus petite, une force musculaire plus faible, un centre de gravité plus bas, un poids moindre, un débit cardiaque inférieur. Ainsi, les femmes en logistique sont souvent reliées à des postes, on va dire, de premier échelon, à forte manipulation manuelle, donc du picking, du co-packing, de l'emballage. Elles sont souvent moins productives ou en limite physique lorsqu'elles occupent des postes dits masculins. Et donc, ça perturbe aussi leurs évolutions de carrière, qui sont limitées et moins rapides que les hommes. Et ça les expose, on va dire, d'autant plus au risque de TMS, notamment, puisque moins on peut évoluer dans le milieu de la logistique et plus on est exposé au risque. Alors, on constate aussi qu'au fil des années, l'organisation de la prévention des risques professionnels dans le secteur professionnel plutôt féminin ne soit pas à la hauteur des actions qui ont pu être engagées dans des secteurs d'activité plutôt masculins, perçus comme plus pénibles, comme le BTP par exemple. En effet, le risque accidentogène et de maladies professionnelles graves engageant le pronostic vital, comme l'exposition à l'amiante, à la silice, dans des activités très masculines, ont plutôt attiré le regard de toutes les autorités de contrôle et ont poussé du coup les entreprises à s'engager dans de la prévention et dans la maîtrise de ces risques professionnels. En comparaison, les risques professionnels du secteur du care ou du nettoyage ont pu être banalisés dans leur appréciation par les employeurs et par les salariés eux-mêmes au regard de ce qui a été fait plutôt chez ces secteurs-là. Particulièrement aussi, on peut souligner que dans ces secteurs, l'organisation préventive, donc le repérage, l'analyse de risque et leur prévention, a eu du mal à se mettre en place. Faute de moyens, notamment dans la fonction publique hospitalière, au regard de ce qui peut être fait dans le privé. Et dans le secteur du nettoyage, même si des actions ont été menées par la branche depuis ces dernières années pour améliorer la prévention, il reste encore bien des choses à faire du point de vue de la formation du personnel, qui souvent maîtrise pas très bien le français, ont des recours de soins qui sont plutôt parsemés d'embûches et qui ne connaissent pas leurs droits en matière de déclaration de maladie professionnelle, ce qui peut expliquer aussi des formes de sous-déclaration.
Au final, la connaissance et la maîtrise des risques professionnels ne fait pas toujours l'objet d'une différence d'évaluation selon le genre, mais c'est peut-être à tort. Et on peut légitimement s'interroger de l'intérêt de le faire, notamment au regard des statistiques de maladies professionnelles chez les femmes que vous avez soulignées, et notamment dans certains secteurs. Et pour mieux documenter et pour mieux prendre en compte les risques professionnels chez les femmes au regard de leur spécificité, il me semble qu'une étude statistique de cohorte nationale permettrait des analyses plus poussées, statistiques, par secteur d'activité, par exposition au risque. Et ce serait certainement une bonne proposition à vous faire pour sensibiliser, pour mettre aussi en place des actions qui pourraient faire l'objet d'une priorité d'action. Ensuite, dans le cadre de politiques plus globales, telles que les plans santé-travail en termes de politique santé, en termes de politique de santé au travail, ou alors au niveau de politique de santé publique. Malheureusement, aujourd'hui, en santé au travail, on va dire l'espacement des visites médicales faites par les médecins et le fait que certaines de ces visites médicales ne soient plus réalisées par les médecins, mais aussi par des médecins traitants dans des secteurs très féminisés, comme le service à la personne ou le mannequinat, ça ne nous permet plus tellement d'avoir, on va dire, une vision exhaustive, une vision globale de la situation des femmes au travail. Donc d'où le recours du coup à une étude statistique nationale et plus globale qui serait faite peut-être par Santé publique France ou autre, de façon à pouvoir du coup analyser un petit peu mieux ce qui se passe, ou par un laboratoire de recherche type INSERM. Ce qu'on peut aussi préconiser pour mieux connaître l'étude du travail des femmes, ce serait des études ergonomiques qui seraient centrées sur l'analyse d'activité du travail des femmes et qui permettraient également de mettre en évidence la nécessité de réviser certains référentiels de conception de poste, par exemple de travail, afin qu'ils soient bien adaptés autant aux hommes qu'aux femmes. Que l'évaluation des risques professionnels n'est pas genrée, à l'exception du travail de nuit et du risque de cancer du sein, comme je vous les ai dit, mais sur la base de données scientifiques qui pourraient venir dans certaines activités, il serait certainement pertinent d'inclure la dimension du genre au sein du document unique d'évaluation des risques, qui est le document de référence du coup de l'évaluation des risques professionnels en entreprise. Enfin, les campagnes de sensibilisation ciblées auprès des femmes permettraient aussi de mieux les informer des risques spécifiques encourus au travail, mais aussi de les inviter à mieux repérer et à mieux consulter lors des premiers symptômes évoquant des pathologies professionnelles. Et aussi, ça pourrait limiter le risque de sous-déclaration que l'on peut légitimement suspecter. Donc la façon dont le médecin du travail aborde la question de la santé des travailleuses sous le prisme du genre est tout d'abord en visite médicale lors de l'évaluation de l'équilibre du lien entre la santé et le travail. Et dans la dimension santé, on retrouve les aspects de santé physique, mentale et sociale, et pris à leur rencontre notamment des spécificités anthropométriques de la personne et l'adaptation de son poste, mais aussi la charge mentale en lien avec le travail, mais aussi avec la vie sociale, la vie familiale, la situation familiale, les salariés aidants et la capacité de la salariée à préserver du coup des temps de répit ou de déconnexion et des temps d'activité loisirs, notamment extra-professionnels, comme de l'activité physique par exemple. En cas de déséquilibre des aménagements, en cas de déséquilibre du coup du lien santé-travail, des aménagements de poste seront donc proposés. Plus récemment, les médecins du travail s'investissent aussi de plus en plus dans des actions de prévention de santé publique et peuvent être en relais de campagne de santé publique nationale, consacrées notamment au dépistage des cancers, notamment cancer du sein chez la femme, lors des manifestations d'Octobre Rose qui sont très largement maintenant relayées en entreprise. Les aménagements de poste permettant l'équilibre du lien santé-travail chez la femme et le maintien en emploi sont diverses et vont aussi dépendre du type de poste de la personne et de sa problématique. On peut envisager des réductions du temps de travail sous la forme du mi-temps thérapeutique ou alors du télétravail dans le secteur tertiaire.
Pour les secteurs non tertiaires, le télétravail n'est pas possible. Donc on peut envisager des réductions de temps de travail, des pauses plus fréquentes, des réductions de certaines tâches physiques ou des postes avec moins de contraintes productives et moins de pression temporelle. Et aussi penser à des évictions de postes dans le cadre d'un risque d'exposition à des cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, notamment sur les femmes en âge de procréer. Les aménagements sur le long terme, notamment lorsqu'il faut gérer beaucoup d'événements d'absentéisme, peut poser parfois des problèmes de maintien en emploi. Et on le constate effectivement pour des formes assez importantes d'endométriose ou de syndrome des ovaires polykystiques, ou alors dans des longs parcours de PMA. Pour les cancers du sein, nous n'avons pas d'accompagnement différencié. En fait, nous accompagnons nos salariés au retour à l'emploi comme on le ferait pour n'importe quel cancer. Mais il est vrai que dans le cancer du sein, plus spécifiquement, nous avons plus accès et recours à des structures associatives externes qui sont spécialisées dans ce type de cancer et qui nous aident bien, du coup, à réintégrer les personnes en entreprise et à reprendre la confiance en soi au sein de l'entreprise et dans l'emploi. Alors vous posiez la question des transformations des organisations de travail post-pandémie de Covid. On constate aussi effectivement une généralisation des activités de télétravail qui sont en général de l'ordre de 1 à 2 jours par semaine en entreprise. Elles se régulent autour de ce versant-là. Ces nouvelles organisations du travail en mode hybride sont plutôt plébiscitées par les femmes dans nos expériences, car ça permet une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle. Et ça permet aussi des économies de fatigue liées au transport dans certaines régions. Il est vrai qu'en pratique, nous constatons que les femmes ont des charges et des responsabilités familiales plus importantes que les hommes, notamment en cas de séparation. Elles ont souvent la garde des enfants toutes les semaines de travail. Ces responsabilités viennent parfois rendre le vécu du travail plus complexe, avec des ressources personnelles qui sont affaiblies par la fatigue, le manque de temps de répit et le manque d'activités sportives et d'activités loisirs. Ceci peut expliquer des augmentations de troubles musculo-squelettiques, notamment dans le milieu industriel, ou des risques de burn-out chez les femmes, car ce mélange dans la genèse de ces pathologies ou de ce syndrome des composantes de risque professionnel qui viennent se surajouter à des facteurs de vie personnelle qui engendrent déjà du stress et de la charge mentale, et ceci prédispose à la maladie. Ce sont des facteurs que nous prenons en compte dans nos consultations de santé au travail et qui nous amènent à prendre des mesures sur le travail et à orienter les personnes aussi vers des personnes ressources telles que les psychologues et les assistantes sociales qui nous accompagnent dans nos services. Les femmes accèdent aussi de plus en plus dans le cadre des politiques d'égalité hommes-femmes à des postes à de fortes responsabilités, sans toujours une égalité de moyens mis à disposition, où elles doivent toujours faire leurs preuves et elles n'ont pas non plus des évolutions de carrière similaires. Se pose aussi la question du risque de burn-out dans ces situations parce qu'il est difficile d'équilibrer sa présence entre le travail et la vie personnelle. Le choix et la renonciation sont souvent admis au quotidien dans l'esprit des femmes. Quand tout va bien, quand tout va bien dans les deux sphères personnelles et professionnelles, ça va bien. Mais il suffit qu'une de ces sphères se dégrade pour engendrer très rapidement des phénomènes de décompensation avec de la frustration, de l'anxiété et glisser très rapidement dans des syndromes de burn-out ou d'anxiété-dépression. Merci pour votre invitation. Il se trouve que je suis aussi médecin du travail, que je professe dans un service, j'exerce dans un service interentreprise et au contact avec les populations, certaines populations que vous avez citées. Et mon invitation m'a amené à me poser des questions sur ma pratique. En tant que médecin du travail, ma pratique, comment je prenais moi-même le genre dans les conditions de travail. Eh bien, ce n'est pas évident. Effectivement. Il existe un document unique d'évaluation des risques dans les entreprises que toutes les entreprises doivent remplir. Et ce document, depuis plusieurs années, doit prendre en compte le caractère genré des risques au travail. Sauf que c'est très, très difficile à discuter du genre dans les conditions de travail des entreprises
parce qu'on tombe tout de suite dans un caractère discriminant. Et que notre travail est justement de maintenir au travail des femmes sans justement parler d'une spécificité de femmes qui pourrait les discriminer. Beaucoup ont parlé, mais les deux personnes auparavant ont parlé du travail de nuit. Il est emblématique qu'en 1987, il y a un article du Code du travail qui interdisait le travail de nuit aux femmes dans l'industrie. Et en 2009, pour l'égalité, le travail de nuit a été réintroduit pour les femmes. Un autre petit exemple historique, du point de vue du travail des cancers des femmes, les femmes les épouses des travailleurs de l'amiante ont été exposées du fait des nettoyages des tenues de travail. Donc elles n'étaient pas directement exposées, mais il a fallu reconnaître comme un collatéral accident de travail, accident maladie professionnelle pour ce sujet. Alors, sur ce, je continuerai avec la connaissance des pathologies au travail des femmes. Alors, il se trouve que dans mes activités, je fais partie du COCT et du CNPST, où sont présentées des statistiques sur les maladies, sur la branche AT-MP. Il y a un moment où on parle des statistiques. Donc, il a été montré en 2019 que les femmes, le taux d'accident des femmes diminuait moins que le taux d'accident des hommes, qui diminuait particulièrement bien. Et l'assurance maladie, donc la branche AT, nous a montré ce résultat. Et on a dit oui, d'accord, et comment cela se fait-il ? Et il se trouve que les statistiques genrées par branche, par métier, par exposition n'existent pas. Donc on n'a pas eu la réponse. Et il paraît que c'est compliqué, parce que c'est des statistiques très très importantes sur toutes les branches, sur tous les risques, mais pas genrées. Donc le problème du genre se pose et voilà, on n'a pas eu la réponse et c'était difficile de l'explorer. De même, il a été cité le plan santé-travail. Le plan santé-travail 3 comportait un volet sur les femmes et le CROC de Bretagne a réalisé une enquête sur le travail des femmes. Le CROC, c'est le comité d'orientation régionale des conditions de travail, a réalisé une enquête sur le travail des femmes. Alors, le travail des femmes, tout à fait descriptif. Les femmes, comment elles sont arrêtées, qu'est-ce qui est touché, qu'est-ce qui est... Bon, mais maintenant, on espère qu'en 2023, on va passer à la santé, parce que pour l'instant, c'était descriptif, comment les femmes étaient plus, étaient moins. Donc les femmes, bon, elles sont plus exposées aux maladies, les hommes aux accidents, mais les hommes, ils sont plus exposés aux facteurs de pénibilité, ils ont des métiers plus à risque. Tout ça, finalement, est assez compréhensible, assez connu, mais on espère, ils ont l'intention, paraît-il, de continuer leur travail, on espère que ça débouchera sur la santé des femmes. De même, il y a eu une enquête en 2018 de l'assurance maladie sur les affections psychiques liées au travail. Et c'est une enquête qui portait de 2001 à 2016 et il a été noté que les dépressions chez les femmes étaient plus importantes, de l'ordre de 66%, avec un pic à 44 ans. De même, 60% des femmes sont touchées par le burn-out. Et évidemment, les secteurs sont ceux que vous avez cités, médico-sociaux, transport, commerce. Les situations déclenchantes étaient soit un événement brutal, soit un événement révélateur de conditions de travail. Donc, il y a un facteur environnement de travail qui est, à mon sens, spécifique dans les femmes. Comment analyser ? Alors, j'introduirai le sujet par une profession particulière que vous avez citée, les mannequins. Donc, c'est représentants de la féminité, c'est leur physique et leur âge qui a une importance dans cette profession. Et je vous cite 2 points. Ce qui est bien documenté, c'est les troubles de l'alimentation chez les mannequins. Et il y a eu un article du Code du travail qui a dit que les mannequins, pour pouvoir exercer, devaient passer une visite médicale tous les ans, justement, et avoir un certificat médical qui interdisait aux mannequins anorexiques de professer. Donc les mannequins anorexiques, oui, mais pourquoi l'anorexie ? C'est bien de dire vous ne travaillerez pas. Ça serait quand même plus sympathique de dire pourquoi vous êtes anorexique. De même, les mannequins, qui sont des professions que l'on perçoit comme privilégiées, et c'est une profession qui est violente, parce que cette violence de l'apparence physique
fait que les mannequins travaillent entre 16 ans et 35 ans et ensuite sont renvoyés à leur âge et sont précarisés, fragilisés parce qu'elles ne trouvent plus de travail. Les mannequins sont des intérimaires. Elles sont prêtées par des sociétés pour faire des photographies, pour faire des défilés. D'où encore, on travaille ou on ne travaille pas. C'est la société utilisatrice qui choisit. Donc il y a des pressions et des agressions sexistes, des violences sexistes qui sont à appréhender dans un contexte, mais un contexte qui n'est pas j'ai affaire à un pervers narcissique ou un psychopathe. Mais pourquoi le système a toujours accepté ces violences? Pourquoi le système ne les dénonce pas? Pourquoi le système ne les prend pas en compte? Donc, et ces violences, ces violences faites aux femmes, vous savez, puisque vous avez travaillé sur les RPS et les troubles musculo-squelettiques, vous savez très bien, vous avez appris que les risques psychosociaux entraînaient ces troubles musculo-squelettiques. Et quand j'entends que les femmes décrivent plus de troubles musculo-squelettiques plus tôt, il convient de s'interroger sur ces violences subies dans ces professions. Donc j'ai cité cette profession des mannequins parce que les mannequins sont suivis dans un centre exclusif qui surveille tous les mannequins de France. Et ils ont décidé justement de cibler sur une enquête sur cette profession en trouvant c'était une profession justement qui était maltraitée avec des violences. Donc une enquête est en cours dans ce centre sur ce. À partir de cet exemple emblématique, je pourrais élargir au métier du quart, au métier de la personne, au métier du ménage, où on retrouve ces mêmes violences. Ce sont des femmes qui sont précaires, avec des métiers peu rémunérés, à temps partiel, avec des violences qui peuvent survenir du client, puisque c'est cité dans les violences, tout ce qui est en rapport avec la clientèle peut provoquer des violences, des exigences de l'employeur, parce qu'il y a des pertes de contrat quand on travaille dans le métier de l'aide à la personne à domicile. La personne peut décéder ou être hospitalisée. Il n'y a plus de travail. Donc c'est au bon vouloir de l'employeur qui va donner ou non, qui va redonner un contrat ou pas à la personne qui travaille bien, qui a accepté de faire des heures supplémentaires, qui a accepté de se déplacer, de travailler le dimanche. Et elle sera assurée d'avoir plus de travail que celle qui, pour d'autres raisons, va peut-être le refuser. L'environnement peut être violent aussi, parce que ces femmes habitent des zones qui sont assez éloignées de leur lieu de travail et qui sont peu sécurisées. Et comme les horaires sont décalés dans toutes ces professions, du quart, des hôtesses de caisse, cela les amène à retourner chez elles, alors que l'environnement n'est pas sûr et elles peuvent aussi être agressées. Donc, toute cette violence systémique des femmes est à analyser parce qu'elle est le lit de troubles musculo-squelettiques et je dirais même plus, elle est le lit de l'usure. C'est de ce sentiment d'usure, c'est-à-dire qu'après avoir été arrêté, après avoir eu un arrêt de travail, et ça a été noté, pourquoi on a du mal à revenir au travail? Parce qu'il y a ce sentiment d'usure, de difficulté au quotidien, de violence, d'entrave. Ça, je continuerai en faisant un petit focus parce que je suis donc présidente, mais pour une confédération qui est la CFE-CGC, qui s'intéresse aux femmes et qui s'intéresse aux cadres. Et vous avez cité la pandémie, et pendant la pandémie, la CFE-CGC avait fait une enquête auprès des cadres sur les conditions de management pendant la pandémie et avec un petit focus sur la parité, sur le genre. Et les femmes s'étaient plaintes que les enfants étaient à leur charge, c'est elles qui devaient s'occuper des enfants et que le télétravail à domicile n'avait pas du tout été pensé avec des femmes et des enfants et que ça avait été quelque chose qui était excessivement dur. En tant que CFE-CGC, nous avons choisi de continuer à travailler sur le management. Le management qui a été donc un révélateur pendant la pandémie, et nous avons décidé de continuer à travailler parce que le management intermédiaire est un management qui souffre aussi, au point que les métiers du management ne sont plus choisis, ne sont pas forcément remplis parce que il y a des contraintes qui sont importantes pour ces métiers qui sont compris entre le top management et les salariés.
et que ces contraintes, nous allons les étudier, et nous allons les étudier avec une vision que l'on va genrer pour voir comment on va trouver pourquoi ces femmes sont plus exposées au risque de burn-out, quel est ce côté systémique de violence qui fait que les femmes sont plus exposées au burn-out. Voilà, donc l'objectif, c'est d'avoir un guide sur les bonnes pratiques de management. Bon, donc en résumé, il existe dans le travail des femmes une maltraitance organisationnelle qu'il convient de travailler plus en profondeur pour ne pas s'arrêter à des cas individuels, ne pas s'arrêter à c'est la faute du manager, puisque nous travaillons sur ce sujet. Donc, pour nous et dans ma pratique, travailler sur les risques, sur les facteurs de risque, sur les facteurs de risque psychosociaux est absolument déterminant pour pouvoir avancer sur ces sujets qui donnent qui quelque part font que toute la santé des femmes est impactée par cette usure mentale, cette violence et ces sentiments. Merci de m'avoir écoutée. Merci beaucoup, Madame Chartier. Donc, je vais céder la parole à Magali Chevassu, qui est psychologue du travail et membre du réseau Présence. Merci pour cette présentation complète, Madame. Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs, je vous remercie d'avoir souhaité entendre la voix de ma profession et j'espère la porter de la manière la plus juste possible. Je remercie également chaleureusement le docteur Leteux de Présence Nationale qui m'a transmis l'invitation et l'ensemble de mes collègues qui a bien sûr contribué à compiler ces arguments pour vous. Alors, comment prendre en compte la santé physique et mentale des femmes au travail ? Alors, tout d'abord, très rapidement, quelques petits propos. Les chiffres que je vais vous présenter, bien évidemment, c'est un échantillon infime de la population générale, donc il ne saurait pas être représentatif de cette population. Le psychologue en santé au travail n'a pas accès à une immense partie de la population parce qu'elle va bien, parce qu'elle n'en voit pas l'intérêt, parce qu'elle est orientée ailleurs, vers d'autres professionnels, ou parce qu'elle est en désinsertion professionnelle. Donc, on n'a forcément pas accès dans nos locaux aux personnes qui ne travaillent pas. Les propos que je vais soumettre à votre écoute donc, sont à entendre comme des hypothèses de travail ou en tout cas des constats empiriques issus d'une pratique et non des conclusions vérifiées. Et ces constats ne présupposent d'ailleurs pas de la part d'inné ou d'acquis dans les comportements masculins et féminins. Alors, sur l'ISMT 13, qui est mon service, alors c'est un service inter-entreprise qui comprend 13 110 entreprises adhérentes pour un total de 165 000 salariés. Sur ces salariés, 47,5% sont des femmes. Donc on a une proportion finalement à peu près égale hommes-femmes. En revanche, l'écart se creuse sur la population des cadres, puisque 40% des femmes occupent ces fonctions-là, ce qui dénote quand même un écart important. En ce qui va concerner les inaptitudes, sur les 5 dernières années, les chiffres sont assez stables, même très stables. On est plutôt sur 65% d'inaptitudes prononcées sur des femmes. Alors, certes, chez nous, il y a un biais de recrutement, puisque de nombreux adhérents sont dans le secteur de la grande distribution, de l'aide à domicile, du nettoyage ou du soin, ou du médico-social. Donc, on est sur des secteurs qui sont de toute façon très occupés par des femmes. Ça peut contribuer à expliquer une partie des inaptitudes et pas juste de dire que les femmes... Le seul argument n'est pas que les femmes souffrent plus. En tout cas, on a un échantillon où on a aussi parfois des femmes qui sont très représentées dans les secteurs qui sont difficiles et usants. Sur ces inaptitudes, alors, globales, 40% sont prononcés pour troubles mentaux et du comportement, c'est comme ça que la nomenclature le dit. Réellement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des troubles anxieux, souvent pour les femmes des difficultés à gérer la pression managériale parce que le travail est dénigré, parce qu'on leur fait des reproches sur l'organisation personnelle, parce qu'il y a une remise en question de leur capacité au travail. Ces chiffres corroborent un petit peu nos orientations vers la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle, puisqu'elles vont concerner beaucoup de femmes, en tout cas à partir de 35 ans, on est sur 61% de femmes orientées vers ces services de maintien en emploi. Alors sur les consultations psychologiques maintenant, on a une proportion hommes-femmes de salariés qui sont orientés vers les psychologues qui est très équivalente à celle qui se saisissent de la démarche et ça correspond aussi à ces fameux 65%. Donc finalement on a 2/3 de femmes qu'on oriente vers les psychologues et 2/3 de femmes en consultation. Moi je note quand même un fait intéressant.
C'est-à-dire que lorsque les personnes ne viennent pas à mon bureau, mais que c'est moi qui vais dans l'entreprise, cette fois-ci, c'est des hommes qui viennent me voir. J'y reviendrai un petit peu plus tard. En consultation, en tout cas, sur la population des cadres, je note qu'une femme sur 4 occupe un poste de cadre et un homme sur 3 occupe un poste de cadre. Donc on a un peu moins d'encadrantes dans les consultations, d'encadrantes. Et là aussi, je vais y revenir un petit peu plus tard. Ce que je remarque aussi sur nos chiffres issus de notre service, c'est que les femmes viennent beaucoup plus tôt. Alors, comment interpréter ces chiffres? Et c'est comme ça que je vais chapitrer mon intervention. D'une part, des modalités particulières d'exposition aux risques psychosociaux. D'autre part, des modalités particulières d'expression symptomatique. Il existe également dans le travail des spécificités liées aux représentations sociales de la femme et des spécificités liées aux postes à responsabilité. Alors, je me permets un petit rappel sur les risques psychosociaux, l'idée étant de bien souligner que dans la prévention des risques psychosociaux, l'enjeu n'est pas seulement de diminuer les facteurs de risque, mais aussi d'augmenter les facteurs de ressources, puisque c'est finalement un savant équilibre entre l'existence de facteurs de risque qu'on reconnaît, mais aussi l'existence de facteurs dans lesquels on va pouvoir puiser de l'énergie, de la satisfaction, qui vont nous permettre de ne pas souffrir d'une situation de travail. En revanche, si les facteurs de risque sont trop représentés, là, bien évidemment, on voit apparaître l'ensemble de ce qu'on appelle les troubles psychosociaux, que sont le stress, le burn-out, les conflits, les troubles addictifs à visée adaptative, les TMS, etc. Alors, les risques psychosociaux sont définis par Michel Golac comme des conditions d'emploi, des facteurs relationnels et organisationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. Dans le détail, on a quelques grandes familles qui reviennent et qu'on va analyser, notamment l'intensité et le temps de travail, soit les exigences de la tâche et de la performance. Alors, dans cette famille de facteurs de risque, ce qu'on va remarquer chez les femmes, ce sont des temps partiels plus fréquents, mais qui ne sont pas forcément corrélés à une baisse de la charge de travail. Il est très habituel de voir une femme qui travaille sur un poste à 80% par exemple, mais qui a une charge de travail à temps plein, parce que l'employeur n'a pas forcément les moyens de prendre un 20% pour combler ce temps de travail, tout simplement. C'est souvent le cas d'ailleurs au retour des congés maternité, où on prend un congé parental avec une diminution du temps de travail, mais on n'a pas une diminution du travail qui est associée. Les rythmes de travail sont par ailleurs très exigeants dans les secteurs dits féminins, les hôtesses de caisse, la ligne de caisse doit fonctionner quoi qu'il arrive, les toilettes par exemple dans les milieux médicaux. Tout ça est bien évidemment couplé avec une charge mentale liée à l'organisation familiale. Sur la deuxième famille de facteurs de risque, qui est l'autonomie et la marge de manœuvre, alors on a de toute façon une proportion moindre d'encadrantes, ce qui veut dire aussi que on a plus de femmes en position subalterne qui n'a pas forcément de possibilité d'être concertée sur son travail, de participer aux décisions qui vont impacter son travail, et donc le sentiment d'être un petit peu plus à l'étroit dans un cadre de travail auquel il va falloir s'adapter. Les secteurs d'activité, par ailleurs féminins, comprennent en général des procédures qui sont lourdes, des protocoles, des manières de faire les choses qui sont très encadrées, des produits à utiliser pour le secteur de l'entretien, avec finalement peu de latitude pour conseiller peut-être autre chose, une autre manière de faire. Ce sont également des secteurs où on remarque peu de possibilités de parcours d'évolution ou de reconversion. Sur la famille des conflits de valeurs, des conflits éthiques, alors c'est une famille qui est très exposée en fonction du niveau de responsabilité ou du secteur d'activité, notamment les secteurs du care qui vont amener les salariés à faire face à la souffrance ou en tout cas aux difficultés des personnes. On est dans une potentialisation de ce risque-là. Alors, je ne remarque pas forcément une différence en termes d'exposition dans cette famille de facteurs de risque. Moi, ce que je remarque en cabinet, c'est une différence au niveau des conséquences sur la santé. Je m'explique. Les conflits de valeurs, ce sont des conflits finalement à l'intérieur de moi. Il y a une partie de moi qui défend mon système de valeurs entre ce qui est juste, ce qui est mauvais, entre ce qui est bien, ce qui est mal, et une partie de moi qui fait un comportement que je suis souvent obligée de faire parce que mon travail me le demande. Ces deux parties de moi, dans un conflit de valeurs, ne sont pas d'accord. On me demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce en quoi je crois. Il se passe à ce moment-là un mal-être
très particulier lié à ce qu'on appelle la dissonance cognitive, dont il va falloir sortir. Le problème, c'est que c'est assez binaire. La résolution de la dissonance cognitive, c'est soit je maintiens mon système de valeurs, mais là, il faut que je trouve un moyen de sortir de ce milieu qui le maltraite, soit j'aménage mon système de valeurs de manière à justifier le comportement que j'ai. Eh bien, les femmes, ça c'est mon constat, ça ne regarde que moi, attaquez-moi si c'est faux, mais en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est que les femmes tiennent plus longtemps dans cet état de conflit psychique interne. Elles arrivent plus longtemps à faire des compromis sans forcément... En fait, elles tiennent dans la négociation avec l'employeur en essayant de défendre un système de valeurs. Alors que finalement, un homme va peut-être plus rapidement claquer la porte ou plus rapidement se dire, finalement, je pensais ça, mais finalement, c'est comme ça qu'il faut faire. Les conflits de valeurs soit sont intensifiés ou intensifient le problème de charge de travail énormément dans les milieux médico-sociaux, avec la question aussi des TMS, notamment par exemple sur des questions de la toilette. On a des quotas de personnel, on a des quotas de toilettes par personne. En fait, l'idée, c'est pas tellement la charge de travail qui va poser problème, c'est la capacité à bien faire son travail, en particulier quand ça va impliquer une conséquence sur quelqu'un. Une personne âgée qui, ce matin-là, est peut-être plus difficile à lever, qui est peut-être de mauvaise humeur, plus difficile à toiletter, va forcément impacter le rythme des toilettes. Et on remarque en tout cas chez les personnes qui soignent que ce n'est pas tellement d'avoir à faire 10 à 12 toilettes en 2 heures, c'est de pouvoir les faire bien. Quatrième famille de facteurs de risque psychosociaux, les exigences émotionnelles. Alors, les exigences émotionnelles, c'est tout ce qui va me demander en fait de travailler sur mes émotions, de faire en sorte qu'elles n'impactent pas mon travail, de pouvoir rester neutre, voire même jovial, parce qu'il y a des exigences, même dans les professions commerciales, où il faut pouvoir être aimable et avenant. Alors, ce qu'on remarque, c'est que ces exigences-là se cumulent avec les exigences émotionnelles dans la famille, avec les soins qu'on va apporter à la famille. Les femmes, d'ailleurs, sont plus souvent en statut d'aidant. On ne parle pas juste aux soins des enfants, la fièvre accompagnée chez le médecin. On parle aussi aux soins du parent âgé, soins parfois aussi de la fratrie handicapée. Avec, j'y reviendrai tout à l'heure, des différences d'expression émotionnelle chez la femme et chez l'homme. Là aussi, je l'articule avec les risques TMS, notamment dans les secteurs du soin et de la petite enfance, parce que même si ce sont des secteurs où il y a des appareils de portage qui sont tout à fait opérationnels, sauf que c'est douloureux pour certaines femmes, pour les éducatrices, pour les aides-soignantes, finalement, de ne pas pouvoir offrir la chaleur des bras. Et même dans les crèches, finalement, où parfois certaines personnes qui sont sous restriction médicale parce qu'il y a des douleurs dorsales et d'autres douleurs qui devraient les empêcher de porter, eh bien, c'est difficile de ne pas être dans le holding, pour reprendre un terme sur lequel je reviendrai aussi un petit peu tout à l'heure. Cinquième famille de facteurs de risque, les rapports sociaux et la reconnaissance au travail. Alors, les métiers dits féminins sont parfois quand même peu valorisés, il faut le dire. Les métiers d'entretien, de la grande distribution, c'est pas folichon. Ce sont des métiers qui sont reconnus comme usants et qui sont aussi plus exposés au risque d'agression. Parce que, justement, pas forcément très valorisés. Et puis, les hôtesses d'accueil, les hôtesses de caisse, sont pas forcément toujours très bien traitées. Il y a un manque de reconnaissance de l'investissement dans le travail. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui, parce que c'est très factuel et c'est peut-être plus facile, reconnaissent uniquement le résultat du travail. Sauf qu'en fait, très souvent, ce qui importe, c'est la reconnaissance existentielle de qui je suis, bonjour madame, comment allez-vous, mais c'est aussi la reconnaissance du processus de travail. Qu'est-ce que je mets comme effort pour réussir à faire ce travail et à produire ce résultat? Est-ce que j'y ai mis plus de temps? Est-ce que je suis allée approfondir mes connaissances? Est-ce que j'ai mis plus d'implication, plus de soucis émotionnels? Et ça, finalement, c'est une partie qui reste très invisible et qui peut faire souffrir. J'en viens également aux problématiques d'insertion des minorités dans les milieux d'hommes. Finalement, les femmes qui exercent dans les milieux d'hommes, alors soit elles exercent le même métier, mais avec finalement pas mal de remarques sexistes ou autres, soit en fait elles y sont, mais sur des postes administratifs, donc quelque chose de très clivé. Là, on peut voir apparaître des questions, alors j'ai mis les guillemets, harcèlement, parce que c'est une notion juridique et qu'au stade où les femmes nous arrivent, on ne peut pas forcément le qualifier de harcèlement, en tout cas pas juridiquement. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'elles sont très sensibles au manque de bienveillance.
C'est-à-dire que dans l'environnement de travail, on ne prête pas forcément attention à l'impact de la manière dont on va dire les choses, des propos qu'on va choisir. Et du coup, elles vont être, elles, pour le coup, très concernées par, voilà, pourquoi est-ce qu'on m'a dit ça comme ça, de cette manière-là, en choisissant ce mot-là. Et j'en viens aussi à quelque chose qui est peut-être plus... Alors, je ne sais pas si c'est plus féminin que masculin. En tout cas, les femmes se comparent beaucoup entre elles sur le milieu de travail. Et on voit des conflits générationnels assez importants entre les représentations des jeunes femmes et les représentations des femmes plus mûres dans le travail. Et j'en viens enfin, pour clore, sur les facteurs de risques psychosociaux, sur l'insécurité de la situation de travail, des choses qui vous ont déjà été rapportées au sein de cette commission, les carrières hachées, les interruptions pour grossesse et congés parentaux qui peuvent porter préjudice à la progression de carrière. Alors, pour en venir au deuxième chapitre de ma présentation, sur les modalités d'expression des symptômes. Les femmes en consultation clinique ont une particularité, elles vont exprimer beaucoup plus souvent de la culpabilité. Elles pleurent plus souvent aussi. Elles mettent plus en avant, en termes de positif, leur capacité d'adaptation et leur esprit collectif. Le sentiment de faire un travail utile est pour elles un facteur d'épanouissement. Par contre, elles se sentent étiquetées plus fragiles. C'est ce que moi je mets en lien avec le fait que quand je suis en entreprise, c'est peut-être plus facilement les hommes qui viennent. Tout simplement parce que les femmes se sentent déjà stigmatisées et que donc si en plus on va rentrer dans la salle avec le psychologue, on va venir confirmer le fait qu'effectivement, je suis plus fragile. Je reviens aussi sur l'analyse des pleurs, qui pour moi est absolument pas le signe d'une fragilité plus importante. C'est au contraire le signe d'une meilleure régulation des émotions et d'une meilleure capacité à réguler ces émotions. Elles sont moins bloquées à l'intérieur et elles agissent moins sur le long terme. En tout cas, les femmes montrent des compétences, on va dire, plus précoces et plus précises en termes de repérage des symptômes de stress. Elles savent mieux si elles souffrent de symptômes physiologiques du stress, elles savent mieux repérer les situations qui vont les stresser et les techniques qu'il va falloir mettre en œuvre pour éviter ces situations ou pour y faire face. En général, du coup, elles sont plus à l'écoute de leur corps et de leurs émotions. Par contre, ça contraste énormément avec leur tendance à prioriser les besoins de l'autre. Donc elles ne vont pas venir en consultation, pas parce qu'elles ne sentent pas le besoin, mais parce qu'elles sentiront qu'il y a d'autres priorités et d'autres personnes à qui s'occuper. Les hommes en consultation, eux, vont exprimer beaucoup plus facilement des douleurs, ou de la colère, ou de la fatigue. Ils vont venir plus tard, plus abîmés. En fait, moi, je pense que pour beaucoup d'entre eux, c'est tout simplement qu'il y a des dépressions masquées qui n'ont pas été repérées. Et c'est peut-être pour ça qu'on nous les oriente moins, pas forcément parce qu'ils souffrent moins, mais parce qu'ils le masquent plus. Eux, en tout cas, ont honte de craquer. Si vraiment on a un homme qui pleure en consultation, c'est vraiment quelque chose, je le dis avec beaucoup de tendresse parce qu'à chaque fois c'est quelque chose de précieux qui nous est déposé, mais c'est attention, je vais pleurer. On nous prévient. Ils mettent plus en avant leur autonomie et leur capacité à prendre des initiatives, et le fait de pouvoir évoluer est pour eux un facteur d'épanouissement. La banalisation des difficultés par les femmes est plus grande si la famille est monoparentale, parce qu'elles se donnent une interdiction de faillir. Ou si elles occupent une position de cadre, parce que là encore, il faut pouvoir rationaliser le stress qui fait partie du métier, ou en tout cas prouver qu'on mérite le poste. Donc on y met des bouchées doubles pour montrer qu'on est à la hauteur de la tâche. Je conclus ce propos en parlant des transformations psychiques profondes qui sont inhérentes à n'importe quel parcours de maternité, que ce soit les accouchements, les adoptions, les fausses couches, les parcours PMA qui sont très laborieux, les échecs, l'allaitement, le sommeil du nourrisson, les pathologies du nourrisson, les pathologies liées à l'accouchement aussi. Tout ça peut avoir un impact alors positif ou négatif sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, sur le sentiment de légitimité et d'efficacité personnelle. Et tout ça va bien évidemment agir comme caisse de résonance sur les difficultés qu'on peut rencontrer au travail. Soit en venant les atténuer, parce que si je me sens mieux dans mes baskets, parce que j'ai réussi certains objectifs personnels, je vais pouvoir mieux tolérer ce qui se passe dans mon milieu de travail. Et puis inversement, si j'arrive pas à accomplir certaines choses, je peux être très sensible à des difficultés qui se présentent à moi
dans le travail. Mais j'ai envie de dire, c'est propre aussi aux messieurs. Alors, quelques remarques sur la particularité du stress d'origine psychologique. C'est une double appréciation, en fait. J'apprécie à la fois, de manière subjective, la contrainte qui m'est imposée, et j'apprécie aussi, de manière subjective, les ressources que j'ai pour y faire face. Donc, je peux me tromper doublement. Je peux me tromper sur la gravité de cette contrainte qui m'est imposée, et je peux me tromper sur l'efficacité des ressources que j'ai à ma disposition. Ce qui, parfois, amène à des différences en termes de stress ressenti, parce que ces messieurs souvent vont avoir tendance à, quand ils ressentent du stress, surévaluer la contrainte qui leur est imposée, alors qu'à stress équivalent, en fait, la dame ne va pas forcément surévaluer la contrainte, mais elle va sous-évaluer ses ressources. Donc, encore une fois, en lien avec la confiance en soi, l'estime de soi des femmes. La santé psychique dépend de la capacité à intégrer les expériences, positives et négatives, et faire face aux défis, avec le sentiment d'être en capacité d'affronter les conséquences. La nature humaine est essentiellement multidimensionnelle et elle implique de traverser des phases de transformation parfois radicales en fonction des étapes de la vie. Et quid du Code du travail et de l'article L4121.2, alinéa 4, quand est-ce qu'on adapte le travail? Alors, à l'homme, non pas avec un petit H, excusez-moi, mais avec un grand H, parce qu'il s'agit aussi d'adapter le travail à la femme. Mais j'ai un petit peu de mal à le voir. Il y a quelques exemples quand même, mais trop peu, à mon sens. Enfin, l'acceptation du vieillissement est rendue beaucoup plus difficile socialement pour les femmes que pour les hommes. C'est bien entendu. Une femme plus avancée dans l'âge a plus de chances d'être considéré comme plus usé, moins efficace, alors qu'un homme plus avancé dans l'âge est plus expérimenté, plus outillé, plus légitime, etc. Alors, quelques représentations sociales stéréotypées au travail pour mon troisième chapitre. Alors, les femmes et les hommes vivent une éducation émotionnelle, en tout cas pour ma génération encore, c'est peut-être moins vrai pour les générations d'après, très genrée. Les petites filles sont pas forcément, entre guillemets, autorisées à exprimer beaucoup de colère. On sent bien que l'attendu social n'est pas là. En revanche, on légitime beaucoup leur tristesse, on les accompagne beaucoup. Et c'est peut-être l'inverse total pour les hommes, où là, finalement, il n'y a pas trop de problème à ce que les petits garçons soient en colère, mais par contre, il ne s'agirait quand même pas de pleurer, parce que sinon, on aura du mal à devenir un homme. Heureusement, ça change un petit peu. L'éducation pour les filles, de manière générale, est plus protectrice. Alors, c'est très bien, je n'ai rien contre ça. Le problème, c'est que en sous-jacent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les femmes sont des victimes potentielles et qu'elles sont donc des proies dans un milieu de prédateurs. Donc, du coup, peut-être qu'on peut se poser la question des hésitations de la femme plus importantes à prendre des risques que par rapport aux hommes. Autre question qui, moi, me titille, ce qu'on appelle la préoccupation maternelle primaire, qui est un état presque fusionnel, finalement, de la maman avec son petit bébé, qui est censé prendre naissance vers la fin de la grossesse et prendre fin quelques mois après l'accouchement. Moi, j'ai un problème avec ça. Ça a été décrit par un homme comme une pathologie mentale d'allure schizoïde et transitoire. Et moi, je me demande, en fait, et si c'était faux, tout simplement. Déjà, est-ce que ce serait pas faux que c'est transitoire? Parce qu'en fait, finalement, même quand ils ont 25 ans, les enfants, je pense pas que les femmes soient coupées de leurs besoins essentiels. Et si c'était pas une pathologie mentale, en fait? Et si c'était ça, la normalité? D'être capable d'être à l'écoute des émotions de l'autre et d'être à l'écoute des besoins de l'autre. Oui. Une seconde attention. La PMP, la préoccupation maternelle primaire. Ah, okay. Voilà. Et si c'était ça qui était normal, en fait, et si c'était ça qui était inhibé chez les hommes, cette capacité finalement à être en connexion, à ressentir les besoins de l'autre et à pouvoir y répondre si c'est juste. Il y a également des attendus sociaux autour de la vulnérabilité et de la douceur, alors qui font que la charge mentale et émotionnelle qui sont invisibles ne vont pas entraîner de reconnaissance particulière, et donc dans les milieux du care, ça pose problème. Il y a un paradoxe qui est énorme entre, oui, effectivement, une femme doit être douce, vulnérable, s'occuper des enfants, etc. Mais en même temps, on stigmatise les femmes qui vont prioriser l'éducation des enfants sur leur insertion professionnelle.
Et puis en fait, tout simplement, on va dévaloriser la femme qui est en position d'autorité et qui va l'affirmer. Parce que du coup, très facilement, c'est plus l'autorité légitime du manager, c'est la méchante. Puisqu'elle n'est pas censée être ferme, elle est censée être douce et bienveillante. Donc voilà, quelques paradoxes auxquels les femmes font face. Et puis bien évidemment aussi les attentes autour de la maternité qui stigmatisent les femmes qui font le choix de ne pas avoir d'enfants ou qui ne peuvent pas en avoir. Les hommes, à côté, vont s'autoriser très difficilement une forme de fragilité, en tout cas qu'ils estiment comme une fragilité. Et puis il va y avoir des stéréotypes aussi sur l'ambition et la quête de pouvoir, dans le sens où les autoritarismes masculins vont être plus facilement légitimés par les femmes. Un patron qui me parle mal, finalement, c'est pas forcément un méchant. C'est juste un patron. Sauf si, et quand même, il est dans une position de pouvoir qui est perçue comme illégitime. Parce qu'il n'a peut-être pas montré ses capacité à manager correctement, ou parce qu'il exerce son pouvoir par la séduction ou la manipulation. Alors là, les femmes sont très, très efficaces à repérer ce genre d'illégitimité de pouvoir. J'en viens au poste à responsabilité. Alors, le Code du travail implique en tout cas des obligations de moyens et de résultats de l'employeur vis-à-vis de la santé et de la sécurité des travailleurs, ce qui fait que le rôle prescrit du manager, en termes de disponibilité, d'écoute, de rôle protecteur, contenant, c'est une posture de soutien. Ça, c'est sur le papier. Dans les faits, dans le travail réel, la posture du manager, c'est une posture tournée vers la performance, vers la pression, vers le contrôle, la vérification, la surveillance, la transmission de consignes avec le fait d'être garant de leur application. Et ça, pour le middle management, c'est souvent un vrai problème. Pourquoi ? Parce que la responsabilité sans les moyens d'agir, parce qu'on est d'accord que le middle management, il n'a pas forcément beaucoup de latitude, hein. Il applique ce qu'on lui demande d'en haut et il compose avec les contraintes qui viennent d'en bas. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis responsable mais je n'ai pas les moyens d'agir, je me culpabilise. Alors, la responsabilité, la femme, elle sait faire. La disponibilité, la femme, elle sait être. Ça fait partie du bagage féminin. En revanche, sur ces postes-là, la femme anticipe très très bien la balance gratification-sacrifice, la balance bénéfice-risque, pour employer un terme peut-être plus à la mode. La femme va être sur ces postes-là en conflit sur les représentations entre la compatibilité de la vie de famille et le travail. Et moi, je me demande pourquoi. Parce que finalement, oui, certes, hein, le cadre, on travaille souvent au forfait jour, etc. Mais finalement, les milieux du care, les milieux de la grande distribution, il y a aussi très très peu de disponibilité. On est sur des travails de week-end, de soirée. Donc finalement, la compatibilité vie de famille et poste de management, elle n'est pas forcément moindre que dans d'autres secteurs d'activité ou dans d'autres niveaux de la hiérarchie. Enfin, les femmes ont un sentiment d'illégitimité plus prononcé que celui des hommes quand on leur demande leur opinion sur ces postes-là. Alors, quelques pistes de réflexion, hein, puisqu'on parle du comment mieux prendre en compte la santé des femmes au travail. Je pense qu'il est aussi important de changer le regard social pour pouvoir changer le travail. Question ouverte. L'encadrant doit-il être responsable du travail fourni par ses collaborateurs, comme c'est le cas aujourd'hui, ou est-ce qu'il doit être responsable des collaborateurs, eux-mêmes responsables de leur travail ? Dans le milieu du care, dans les milieux sociaux, peu de salariés travaillent pour leur direction. En fait, les salariés travaillent pour leur public, pour leurs patients, pour leurs résidents. Ils ne travaillent pas pour leur direction. Leur direction, elle est envisagée comme finalement quelqu'un qui doit les soutenir, qui doit leur fournir les moyens adéquats pour bien faire leur travail. Et ce n'est pas ça qui se passe finalement sur le terrain. Alors, si on envisage que le responsable doit être responsable du collaborateur, de son bien-être, de sa capacité à travailler, on présuppose du coup un recrutement qui n'est plus uniquement sur une compétence juste technique, mais aussi sur d'autres formes de compétences. Ça suppose aussi qu'il faut amplifier les efforts de formation des managers aux indicateurs de mal-être, à la communication, excusez-moi, il y a un mot qui est parti, à l'écoute, et qui ne soit pas axé sur la rentabilité, avec à la clé un vrai bénéfice secondaire sur la prévention des risques psychosociaux, puisqu'on va gagner en latitude décisionnelle, et puis on va améliorer les relations collaborateurs-encadrants, dont on sait qu'elles ne sont pas les meilleures. Enfin, plus on est haut,
plus on est seul, évidemment, ça c'est la forme de la pyramide. En bas, on est des équipiers, on est un groupe, on est un collectif, et plus on monte, plus on est isolé. Alors, est-ce qu'on peut promouvoir la transversalité des projets partagés ? Ne serait-ce que pour alléger la charge cognitive, décomposer les problèmes complexes, mais aussi finalement améliorer. Il ne s'agit pas tellement de mettre plus de femmes dans des postes d'encadrant, mais c'est aussi sur ces postes-là qu'elles soient peut-être plus satisfaites et mieux en phase avec leurs besoins. Et pourquoi pas instaurer systématiquement des partages de bonnes pratiques entre encadrants pour renforcer un sentiment d'appartenance, de légitimité, puisqu'on sait qu'elles se sentent illégitimes, de diminuer la charge cognitive et de renforcer le sentiment d'efficacité. Et enfin, je suis tombée sur une conclusion qui m'a beaucoup étonnée, mais que finalement oui, je suis obligée de la partager. Il y a moins de chances pour les femmes de bénéficier de promotions internes. Ça a été noté dans un rapport de Ben David et Bamuline de 2022. Alors pourquoi en fait ? Et c'est vrai qu'en consultation, moi ce que les femmes me rapportent, c'est que si elles veulent évoluer, on va leur demander de changer. Alors de changer d'antenne, d'avoir une mutation, parce qu'elles connaissent trop. Et bon... pourquoi ? Finalement, qu'est-ce que ça implique de trop connaître ses collègues ? Est-ce qu'on les manage moins bien ? Est-ce qu'on se fait moins bien obéir ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas tout simplement la peur du lien ? Peut-être la peur qu'une femme aurait peut-être plus de chances à favoriser les unes ou les autres sur des critères émotionnels plutôt que sur des critères de travail, en fait. Pourquoi est-ce qu'on pense qu'une femme est moins apte qu'un homme à bénéficier d'une promotion interne ? C'est une vraie question. Le regard sociétal et la confiance. Alors, sur le congé maternité, en France, finalement, il y a beaucoup de femmes qui ont peur de ce congé maternité. Elles ont peur de ne pas retrouver le même travail une fois qu'elles seront parties. Et finalement, il est assez court. Moi, je contraste ça avec l'Allemagne. Finalement, il est très mal vu de revenir au travail moins d'1 an après l'accouchement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on investit la femme d'un rôle très important d'éducation, de formation d'un futur membre de la société, et que finalement, si on privilégie son travail, on est un petit peu égoïste ou un petit peu en marge des besoins sociétaux. C'est pas du tout le cas en France, où finalement, non, il faut vite revenir au travail, parce que sinon, ça veut dire qu'on s'intéresse pas à la société. Bon. Pourquoi ne pas réfléchir au meilleur encadrement des remplacements ? Il y a beaucoup de femmes qui reviennent de congé maternité pour se voir attribuer un poste différent, qu'elles vivent comme une vraie dégradation, comme une vraie dévalorisation. Parfois même, c'est leur remplaçante pendant le congé maternité qui va occuper leur poste une fois qu'elles reviennent. Donc il y a vraiment une réflexion à mener, je pense, là-dessus. Le renforcement du soutien aux mères allaitantes, pourquoi pas, systématiser. Alors là, je lance des pistes comme ça. Systématiser les conseillères en allaitement, pourquoi pas les congés allaitement, pourquoi pas rémunérer les pauses allaitement. Alors j'ai trouvé du coup, dans le cadre de ces recherches, une vieille proposition de loi qui a été adoptée par la Chambre des députés en 1913, où il est stipulé qu'il est interdit de décompter en aucune façon du montant du salaire journalier l'heure destinée à l'allaitement. Qu'est-ce qui a fait que ça a disparu ? C'est sûrement le progrès, la modernité, et beaucoup de choses. En tout cas, certes, si on voit les choses sous l'angle économique, l'allaitement, c'est absolument pas un temps productif pour l'entreprise. En même temps, une femme à qui on permet de remplir ses objectifs personnels, je peux vous garantir que c'est une salariée hyper motivée, qui se sent très considérée et qui se sent aussi très loyale vis-à-vis de son entreprise. Et puis, si on veut parler aussi du risque du cancer du sein, on sait que l'allaitement, c'est quand même quelque chose qui est reconnu comme très préventif. Sortir du paradoxe et donner les moyens d'occuper le rôle d'aidant ou de soignant. Alors, on peut aussi, soyons fous, donner aux soignants les moyens de soigner, mais en tout cas, d'aider les aidantes familiales ou les personnes qui ont ce rôle-là dans la famille, de pouvoir mieux le faire et de renforcer les politiques de congé enfant malade et aidant familial. Le maintien de la mutuelle lors du congé parental intégral. Sur le temps de travail, il existe des entreprises, alors les plus grosses sont les mieux loties, mais qui proposent des tranches horaires d'arrivée et de départ, ce qui donne beaucoup plus de souplesse dans l'organisation. Est-ce qu'on valorise la réalisation des objectifs ou le nombre d'heures ? Là aussi, c'est une vraie question.
comment est-ce qu'on valorise ce qu'on appelle les temps interstitiels, c'est-à-dire en fait les fausses pauses. Il y a des milieux de travail où la communication est dysfonctionnelle, où on n'a pas le temps de se transmettre des informations. Et bien finalement, on va utiliser les pauses pour faire ça. Alors certes, c'est du coup très chouette parce que ça va fédérer les équipes, ça va réguler les émotions, mais c'est pas des pauses. Voilà. Donc on ne coupe pas avec le travail et on n'allège pas sa charge cognitive. Favoriser l'éducation émotionnelle précoce pour tout le monde, mieux repérer et valider ses émotions. Mieux valoriser les soins préventifs en général et les soins psychiques en particulier, de par les efforts de remboursement. Renforcer la présence des psychologues dans les structures de soins, à la fois pour les patients, mais aussi pour les équipes, pour les aider à réguler leur tension. Quid des contrôles arrêt maladie ? Moi, en consultation, j'ai un vrai problème avec ça. Des personnes qui me demandent en fait des attestations pour être sûr de pouvoir donner au contrôleur sécu un papier qui atteste qu'ils n'étaient pas en train de se balader. Et encore, j'ai envie de dire, même s'ils étaient en train de se balader, est-ce que c'est pas aussi la possibilité d'avoir des expériences positives pour sortir d'une dépression ? Ça, c'est encore une vraie question. La prise en compte du genre dans l'alliance thérapeutique, ça aussi c'est une question sans réponse. Est-ce qu'un homme se confie plus facilement à un homme sur un problème psychique ou est-ce qu'il se confie plus facilement à une femme et inversement ? Égalité rime avec équité et pas indifférenciation, on l'a assez dit. La question des retraites, est-ce qu'on récompense uniquement le temps qui est générateur de richesse ou est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'on pourrait récompenser les efforts de cohésion sociale tout au long de la vie ? Les retraites aujourd'hui, en tout cas dans le débat qui nous concerne, vont impacter fortement les espaces de transmission et d'entraide intergénérationnelle, que ce soit par rapport à la garde des petits-enfants, mais aussi les soins aux parents. Une femme de 65 ans a des parents qui sont parfois très, dans une dépendance très avancée, et c'est souvent un point crucial que de pouvoir leur apporter une fin de vie digne dans un accompagnement avec le sentiment de rendre tout ce qu'on a reçu de son parent. Et ça peut être important. Et enfin, je me permets de clore là-dessus, attention aux fausses bonnes idées. On sait qu'il y a déjà des antécédents, notamment dans l'automatisation du travail, le voice speaking, où on pense alléger des choses et en fait on crée de nouveaux problèmes. Pareil pour les coupures dans le temps de travail. Je termine là-dessus. Un exemple issu de ma pratique, un petit supermarché de province qui a vu ses risques psychosociaux exploser à un moment donné. Et suite à mon enquête, en fait, on s'est rendu compte que c'est parce que en voulant bien faire, on a aboli certaines coupures du midi qui parfois étaient très longues puisque c'était 4 ou 5 heures. Pardon. Sauf que du coup, sur un métier déjà peu valorisé, ces 4 ou 5 heures de coupure, ça permettait le mercredi d'économiser une garde d'enfants, ça permettait de passer du temps, de les accompagner au sport et ensuite de revenir au travail. Et une fois qu'on leur a enlevé ça, cette capacité à concilier une vie professionnelle et une vie personnelle, le seuil de tolérance à d'autres difficultés, comme les mauvais rapports avec la chef-caisse ou la polyvalence avec le fait de devoir aussi aller décharger des palettes, c'était plus toléré de la même manière. Voilà, je vous remercie beaucoup. Oui. Alors, le voice speaking... Alors, oui, non, mais... Alors, c'est quelque chose qui... c'est mon jugement de valeur, ça ne concerne que moi, mais qui est très déshumanisant. En fait, vous avez un casque sur les oreilles et vous avez une voix robotisée qui vous dit des numéros toute la journée, en fait, qui vous dit d'aller dans l'allée A, prendre un certain nombre de colis. Donc, on vous dit allée A, 2. Et puis, en fait, vous devez répondre en boucle « OK » pour montrer que vous avez bien compris la consigne et qu'ensuite, vous avez fait ce qu'on vous demandait de faire. Et donc, toute la journée, vous entendez des chiffres et vous répondez « OK, 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 OK ». Voilà. Et bon, c'est une façon de transmettre des consignes qui fait gagner beaucoup de temps, mais... Merci beaucoup, Madame Chevassus, pour cet exposé très complet. Et donc, je vais me tourner vers la dernière intervenante, qui est Alice de Maximi, fondatrice du collectif Femmes de Santé, premier collectif pluriprofessionnel de femmes qui ont une activité dans le secteur de la santé, qui a récemment fait des propositions en matière de santé des femmes au travail dans ce secteur. À vous, Madame. Je vous remercie, mesdames les sénatrices, et merci de me donner l'opportunité d'être la voix de ce collectif qui compte 2700 membres.
qu'on soit du secteur public ou du secteur privé de la santé, de l'industrie ou qu'on soit aide-soignante, on peut parler avec une directrice de laboratoire pharmaceutique quand on est secrétaire médical dans ce collectif. C'est important pour nous. On a 50 hommes dans le collectif qui est ouvert aux hommes parce qu'on ne rétablit pas une inégalité de genre en créant une autre. Et la genèse du collectif, c'est un rapport du CSA qui a épinglé la santé et qui présente les femmes uniquement comme mères d'enfants malades et pas à des postes d'expertes. Et c'est tout à fait la genèse du collectif. Le collectif, il a comme mission de construire un système de santé plus juste, plus équitable et plus égalitaire et de faire avancer la santé par l'intelligence collective pluridisciplinaire grâce à la sororité. J'ajoute qu'en tant qu'actrice de santé publique à l'origine pendant plus de 15 ans, voire 20, et maintenant start-upeuse, un tel collectif n'existe pas. La santé, elle est cloisonnée au niveau du secteur public et du secteur privé qui se détestent, il faut être franche parce que c'est la vérité. Et de l'autre, elle est cloisonnée à cause d'une hiérarchie sclérosante qui pèse aussi sur les conditions de travail de tous, et notamment des femmes. Et elle est aussi cloisonnée par les secteurs d'activité, tant le champ est large. Et donc, c'est le seul collectif qui a explosé ces cloisons-là. Du coup, l'approche que je vais avoir ne va pas du tout être celle que vous avez eue jusqu'à maintenant, puisqu'on décloisonne systématiquement et on dézoome systématiquement dans ce collectif. Il est porté donc par la start-up Ashkind. Il n'a pas un statut associatif, mais ses orientations stratégiques, éthiques, opérationnelles sont toutes discutées en comité d'organisation qui regroupe des femmes de santé de tous les secteurs. Et un système de sondage en ligne permet de définir les thématiques de nos travaux. Donc en fait, ça fonctionne de manière plutôt démocratique. Avant d'aborder le point fort, c'est-à-dire les travaux du collectif, je souhaite attirer votre attention sur 2 enjeux de santé au travail que j'ai pu percevoir ou qui m'ont été reportés par les membres du collectif. Donc là, je ne fais pas un écho de travaux basés sur des faits, mais sur des témoignages qui ont pu remonter. Les femmes victimes de violences intrafamiliales représenteraient 10% des salariés EES. Et les repérer et les aider au travail est en faveur de leur santé mentale. Les hôpitaux ont une obligation de faire des plans d'égalité. Un des hôpitaux a créé tout un système d'accueil des femmes victimes de violences salariées et a permis de les remettre dans l'emploi alors qu'elles étaient toutes en arrêt maladie. Les remarques sexistes, donc toujours dans ce volet-là, les remarques sexistes dans le secteur de la santé sont légion. Maintenant, avec la nouvelle loi, beaucoup d'entre elles sont considérées comme du harcèlement. C'est extrêmement fréquent et c'est dû aussi à un cloisonnement au niveau de la hiérarchie de qui commande dans ce secteur-là. C'est-à-dire que, notamment dans le public, les directeurs d'hôpitaux ne sont, entre guillemets, pardon de le dire aussi crûment, pas des chefs des médecins et des pôles soignants. Du coup, c'est un peu compliqué. C'est un peu le système de l'éducation nationale pour les collèges. Les patrons ne sont pas les directeurs d'hôpitaux. Donc, du coup, ça crée vraiment des vrais enjeux où quand ils veulent installer une politique claire, soit en santé, soit en RH, ils ne peuvent pas si la CME ne passe pas et s'il n'y a pas une volonté des soignants dessus. Donc ça, c'était pour le premier point, un peu pour faire un volet sur ce qui se passe. Et puis le deuxième, c'est pas de chez nous, mais je me fais écho, et si vous les auditionnez, je me tais tout de suite. Je peux pas vous donner le document puisqu'il m'a été donné de façon non officielle, enfin officielle, mais non diffusable. La MNH, la fondation de la MNH, la Mutuelle nationale des hospitaliers, a fait une revue de la littérature internationale sur justement ce qui se passait de la santé de la femme dans le secteur professionnel de la santé, donc la santé des professionnels de santé. Il ressort effectivement qu'il y a d'énormes enjeux de santé reproductive et sexuelle, des problèmes de la grossesse. Alors, les problèmes de la grossesse, ils sont dus effectivement à un taux de fausse couche supérieur à la moyenne, mais il y a un autre enjeu aussi qui ressort. C'est qu'en fait, comme on a du mal à recruter des soignants dans le secteur hospitalier, privé ou public, l'annonce d'une grossesse est un vrai problème puisque le poste n'est pas remplacé. Donc vous imaginez bien que du coup, les conséquences, et là je vous parle de statistiques pour le coup, pas de choses qui m'ont été reportées, sont que par exemple les femmes internes ne font pas d'enfants puisque leur stage est reporté, donc elles perdent en ancienneté et elles travaillent vraiment à un poste plus tard, et même les femmes reculent leur moment de maternité, voire ne font pas d'enfants. Donc c'est un point important parce que et c'est dû aussi, c'est vrai, à une perception de ce qu'est le fait d'avoir un enfant, mais c'est surtout dû au fait que comme les postes ne sont pas remplacés, une personne qui part en congé maternité, ça crée un trouble dans le service qui est déjà hyper tendu.
Voilà, donc ça, je vous invite vraiment je peux demander à vous fournir cette étude de la MNH. Je pense que c'est extrêmement intéressant parce qu'elle a été faite au niveau international et elle montre vraiment ce qui se passe. Là où il y a un gap dans ce genre d'études, et dans toutes les études qui ont été faites, c'est qu'on a complètement oublié les aides-soignantes. Et l'autre endroit où il y a un gap, c'est qu'on oublie toujours, parce qu'elles ne sont pas des employées à proprement dit de l'hôpital, mais qu'elles sont payées par des prestataires de services en contrat. Ce sont les femmes qui apportent les plateaux et qui font le ménage à l'hôpital. Et elles ont des conditions de travail déplorables, mais on n'en parle jamais. Et leur profession est au moins à 95% féminine. Donc juste, j'attire votre attention, on a 0 donnée là-dessus. Alors, un petit préambule avant de parler des travaux. On parle beaucoup de discrimination. On parle de discrimination positive, juste pour rappeler qu'en anglais, on parle d'affirmative action. C'est pas du tout la même perception. La discrimination positive, le terme discrimination serait peut-être à enlever de ce point-là. En santé, on parle d'équité pour plein de raisons, et ça, c'est acté, en tout cas, par toutes les personnes qui œuvrent dans la santé et qui travaillent sur la santé de la femme. En décembre dernier, on a organisé des états généraux des femmes de santé où il y avait plusieurs centaines de personnes. Les états généraux chez nous ont comme objectif de trouver des solutions utiles, pratiques et concrètes à de grands enjeux de santé. Et cette année, le thème choisi était la santé de la femme. L'année dernière, je ne résiste pas au fait de vous le dire, c'était la place de la femme dans le secteur professionnel de la santé. Vous imaginez qu'on a trouvé énormément de solutions, qu'on a identifié énormément d'enjeux. Je vous en parle quand vous voulez. Un petit rappel méthodologique sur ces états généraux. D'abord, on fait une revue de la littérature grise française, c'est-à-dire les études qui ont été publiées et qu'on peut trouver en ligne. On en extrait les problématiques qui existent. On les présente aux femmes de santé et les femmes de santé identifient avec nous des grands enjeux sur lesquels elles veulent travailler qui répondent au panorama qu'on leur a fait à cette synthèse de la revue de la littérature. 14 ateliers collaboratifs ont été créés. L'événement a eu lieu le 9 décembre. 30 solutions ont été proposées et donné au cabinet ministériel de la santé, de l'égalité et de la fonction publique. Et une lettre ouverte au pouvoir public, signée par 700 personnes, a été écrite pour créer un Institut national santé de la femme qui serait public, privé à but lucratif et privé à but non lucratif. On est en train de s'accrocher pour trouver la structure juridique qu'il porte, qui aurait comme objectif de porter une stratégie nationale santé de la femme qui n'existe pas. Et ça nous a paru absolument incroyable que ça n'existe pas. À noter aussi, il n'existe pas de parcours de santé de la femme en dehors de la maternité, du cancer du col et du cancer du sein. Il n'y en a pas. On parle de parcours de santé. Le parcours de santé, c'est la prévention, le soin, le post-soin. C'est l'ensemble de ce qui concerne la santé de la femme. Alors, on l'a travaillé le jour des États généraux. Je vous en parlerai une autre fois éventuellement. Mais à titre d'exemple concret, saviez-vous que les petites filles sont traitées plusieurs années après les petits garçons quand elles ont un retard de croissance ? De croissance. Et on sait qu'il est important de donner les hormones de croissance au bon moment. Ça, c'est un exemple tout à fait concret de ce qui se passe actuellement dans la santé. On n'avait pas du tout perçu ça avant de faire cette étude cette revue de la littérature. Pas du tout. On avait des échos et les femmes de santé nous demandaient de travailler dessus et on ne s'était pas posé la question du tout. Et on a découvert qu'il y avait tellement de trous dans la raquette, il y avait tellement d'inégalités, il y avait tellement de choses qui n'avaient pas été faites qu'on n'a pas été capable de se dire mais sur quel sujet on va travailler. Et du coup, on a organisé un atelier qui avait comme objectif de réfléchir à quel sujet on allait travailler dans ces états généraux. Le thème des états généraux précis est inégalité de santé chez les femmes, briser les paradigmes et proposer une approche positive. Vous allez comprendre pourquoi très vite. Ce qui est ressorti de cette synthèse que je peux vous envoyer, c'est que si on n'a pas compris que tout tourne autour de la charge mentale des femmes, du sexisme intégré, des tabous et des biais genrés, alors on n'a pas du tout compris ce qui se passe dans la santé de la femme. Et c'est ça qu'on a identifié. Et on a pu démontrer par les études que la charge mentale est responsable, de l'accès aux soins et de l'accès à la prévention. Or, si on parle de prévention, les préventions, tout ce qu'on propose, je viens de l'INPES, juste pour préciser, donc je suis une fan de prévention. Et pendant des années, je me suis, moi, la première fourvoyée. Tout ce que nous proposons en prévention, notamment pour les femmes, alourdit la charge mentale. Donc elles ne vont pas dans la prévention, puisqu'on leur propose une prévention qui alourdit la charge mentale.
Et donc, on tourne en rond, en fait, dans ce circuit de prévention. Et c'est ça qu'on a découvert. On a découvert ça pourquoi? Parce qu'il y a ne serait-ce que 3 ans, même si ça date de 85, l'idée, on parlait à peine de charge mentale, encore moins de charge mentale dite médicale maintenant, qui est en gros que la femme, si elle a une famille, va penser au rendez-vous de tout le monde sauf des siens, et donc elle ne va pas aller faire ses dépistages et autres. D'autant plus qu'en plus, derrière, on parle de, si son dépistage est positif et qu'elle a un cancer, on va parler de cancer évitable, car pour pouvoir être dépisté tôt, vous imaginez le poids de la culpabilité des femmes, d'avoir un cancer évitable parce qu'elle n'est pas allée se faire dépister à temps. Donc voilà. Donc ça, c'est juste un peu ce qui se passe un peu, et c'est ce qu'on a trouvé. Donc je vais avancer un peu. Les freins donc à cette prise en charge, en fait, d'être bien soigné ou de prendre soin de sa santé sont en deuxième position à la charge mentale, en première, l'argent. L'argent, et on sait que les femmes sont plus précaires, etc., etc. Donc je ne reviens pas sur ces démonstrations-là. Donc ce sont les 2 points. On s'est retrouvés face à ça, avec cette notion de tabou qui revenait toujours en fond, toujours et encore, avec cette notion de banalisation des symptômes, avec cette notion de maladie totalement inconnue de tous, avec cette notion de maladies mixtes, mais qui ont des spécificités féminines. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ça? On a décidé de travailler en amont des États généraux sur 2 grands ateliers, faire en sorte que les préventions primaires, secondaires et tertiaires ne soient pas perçues comme des contraintes supplémentaires, mais un moyen de lever la charge mentale des femmes. Quelque chose qui n'a jamais été fait dans la santé, jamais été pensé comme ça. On s'est dit objectivement, hein, on va le dire, voilà, on est entre femmes, qu'on était un peu folle de partir là-dessus, qu'on n'y arriverait jamais, et pourtant on l'a fait. Et le deuxième point, c'est la littératie en santé, ou comment donner la bonne info, le bon choix au bon moment, en d'autres termes, comment lever les tabous autour de la femme, la charge mentale. Et je vais en venir à l'enjeu du travail. 30 solutions donc, et je vais vous en citer quelques-unes. En préalable, juste la charge mentale. La grande confusion entre la charge mentale et la santé mentale, on l'a eu. On l'a eu pour plein de raisons, et donc on parlait parfois de santé mentale, parfois de charge mentale. Les 2 sont intimement liés, en fait. Et Covid, pour ne pas le citer, puisque vous nous posiez la question, a démontré, et on le sait, et a alourdi, en fait, a alourdi la charge mentale des femmes, mais a aussi indirectement, puisqu'on a vu déjà dans les discours tout à l'heure qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes qui a été montrée dans une étude, notamment une étude suisse, qu'on n'avait pas du tout la même façon de percevoir nos risques. Le traitement et l'interprétation du stress n'est pas la même. Là, je parle d'études. Hein, voilà. Les convictions de pouvoir maîtriser son existence, elle est moins marquée, cette conviction, chez les femmes. Et en plus, on ajoute à ça de plus faibles revenus, donc c'est compliqué, plus pour les femmes que pour les hommes, c'est comme ça. Et la perte de l'identité du rôle sexuel, on en parle trop peu, l'infertilité, la ménopause, les expériences d'avortement, tout ça font que, en fait, on a plus de vulnérabilité à ce niveau-là, et donc si on ajoute à ça la charge mentale, et bien là on passe du côté santé mentale. Donc c'est tout cet enjeu, donc on ne peut pas faire fi de la charge mentale en santé publique, en fait. Mais jusqu'à présent, rien n'a été pris en compte en santé publique dans les dispositifs de prévention concernant la charge mentale, à part sans doute pour la médecine du travail où vous en tenez compte. Mais dans le quotidien et dans l'ensemble des politiques publiques, la charge mentale, elle passe à l'as. Il n'y a pas un seul indicateur de charge mentale dans tous les dispositifs qu'on propose. Du coup, on a fait plusieurs recommandations. Je vous cite au niveau de la charge mentale les recommandations qui concernent les employeurs. Donc, nous allons dans le milieu de travail et je vais parler, la médecine du travail. Donc, je suis très heureuse de vous rencontrer, mesdames, parce qu'on a des choses à discuter. Nous proposons que les préventions soient mises en place sur le temps de travail, voire organisées par les employeurs. Et tous les employeurs qui ont été aux États généraux étaient d'accord. Et certains le font déjà. Certains ont une journée de congé dédiée à la prévention. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair, c'est cadré. En d'autres termes, d'accorder du temps de santé-prévention dans les accords des salariés et faire venir les préventions aux femmes. Donc, soit on accorde une journée, soit on prend les rendez-vous. Parfois, les femmes ne veulent pas, c'est pas toujours si simple. Hein. Soit on fait venir des gens sur le lieu de travail pour faire des campagnes de vaccination, par exemple. Donc ça, c'est un des points qu'on a mis en place. Au même titre qu'il existe des référents égalité, il faudrait des référents prévention. Voilà, dans les entreprises. Donc, on a réussi à le faire pour l'égalité, on pourrait très bien le faire pour la santé. Là, on s'est focusé santé de la femme. Certes, vous vous doutez bien que ce genre de propositions sont mixtes, bien sûr,
et bénéficie à tous. La prévention des récidives après une longue maladie et après un congé maternité compliqué est aussi une des demandes que l'on a faites pour les employeurs, qu'il y ait quelque chose vraiment de demandé et de mis en place dans ce cadre-là. Un retour de maternité compliqué, c'est compliqué. Et c'est sur le dos de la femme. Voilà, c'est dans les statistiques, et c'est même pas une question d'opinion. Afin d'inciter les employeurs à tenir compte de la singularité féminine dans la santé, là, il y a tout un levier qui est complexe. Un employeur qui parle de la santé des femmes, c'est tellement tabou que les femmes qui prônent l'égalité ne veulent parfois pas en entendre parler. Et en même temps, il le faut, parce qu'il y a une singularité de la femme dans la santé. Et c'est toute cette ambiguïté autour de la parole qu'on met dans les entreprises avec le rôle de l'employeur qui doit être travaillé, discuté, et pour lequel on a un besoin vraiment de coopération. En ce qui concerne des demandes que nous avions en direction des pouvoirs publics, en pensant que c'était plutôt de l'ordre des pouvoirs publics, il est nécessaire de mettre en place une macro-étude économique qui montre le bénéfice des préventions au sein de l'entreprise par rapport au fait de ne pas le faire avec une entreprise pilote. Il y a un moment, il faut quand même regarder les choses en face. On ne va pas dans la prévention quand on est employeur parce qu'on a peur que ça coûte de l'argent. Sauf qu'en fait, le bénéfice, il est réel. On le sait, on en entend parler, tout le monde le dit. Sauf qu'il n'y a jamais eu une étude économique qui l'a prouvé. Il y a les moyens, on a la méthode, on sait faire les études macroéconomiques. Il faut juste les mettre en place. Une fois qu'on a montré que c'est efficace et que c'est une économie coût pour l'entreprise, déjà, on a un argument qui contre la performance, cet argument qui est tant remonté, pour dire « mais vous vous trompez ». Ensuite, clarifier le rôle et les missions de la médecine du travail mériterait d'être mis en place. On sait qu'il y a des guerres entre les groupes de médecine, disons-le clairement. Et il y a notamment, vous le savez, les 3 rendez-vous de prévention qui ne sont pas des consultations, qui sont des rendez-vous de prévention qui peuvent donner lieu à une consultation. Quel est le rôle de la médecine de travail dans ces 3 rendez-vous de prévention ? On sait que pour l'instant, les moyens pour les mettre en œuvre, les médecins sont déjà noyés, les gens sur le terrain sont déjà noyés. Quel est le rôle de la médecine de la prévention là-dessus ? La médecine du travail, pardon, c'est un lapsus. Mais elles auraient son jeu à jouer. Et puis, on parle beaucoup de la femme au travail. On a oublié ici, on y a pensé, les femmes qui ne travaillent pas. Les femmes qui ne travaillent pas, elles ne vont pas non plus dans la santé. Elles n'y vont pas parce que du coup, elles ne peuvent pas y aller. Parce qu'en général, si elles ne travaillent pas, c'est qu'elles s'occupent de leurs enfants. Et que quand elles ont des rendez-vous prévention, elles n'y vont pas non plus. Et donc, il serait bien que la CAF organise un système pour qu'elles puissent aller faire leurs examens quand elles doivent le faire. On les oublie souvent. Enfin, on demande que dans toutes les politiques publiques, dans toutes les politiques de prévention, il y a un indicateur charge mentale. C'est-à-dire que quand on pense un système de prévention, quand on pense une campagne de prévention, quand on pense un dispositif de prévention, on pense l'indicateur charge mentale. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ce que je propose va encore alourdir la charge mentale ou pas ? Et si oui, ça veut dire que je vais proposer quelque chose avec énormément de trous dans la raquette et qu'une bonne partie des femmes n'iront pas dans cette prévention. Le deuxième atelier, j'en ai fini avec ces recommandations-là et après je vais juste rebondir sur la lettre ouverte et après j'en aurai fini. On demande pour libérer ces tabous, la bonne information au bon moment, pour le bon choix. On sait maintenant que la plupart des femmes qui ont un cancer comprennent absolument rien à leur maladie et que celles qui ont un traitement ne comprennent pas leur traitement. Et on sait aussi qu'aucun médecin, quasiment, ça c'est les rapports des femmes de santé. Alors effectivement, je suis caricaturale, c'est pas aucune et c'est pas très peu, mais beaucoup. Et les associations de patientes reçoivent des patientes qui ne comprennent pas leur maladie. On va le dire comme ça, c'est plus juste. On ne leur pose pas la question, dans le cadre du soin, qu'avez-vous compris de votre maladie ? On ne leur pose pas la question, dans le cadre du soin, qu'avez-vous pensé de votre traitement ? Donc la reformulation n'est pas proposée. J'insiste là-dessus. C'était juste une parenthèse sur la santé de la femme. Ce qu'on propose, nous, donc c'est pas dans ce cadre, c'est dans ce cadre-là, mais c'est pas dans le travail, c'est qu'il y ait une campagne de communication pour prendre conscience à toutes et à tous de ce que sont les tabous autour de la santé de la femme, pour pouvoir les libérer dans le travail, pour pouvoir les libérer dans le cadre des soins et pour pouvoir les libérer pour les hommes. Donc dans ce cadre-là, la libération des tabous, on la souhaite pionnière chez les femmes. Et ce serait une campagne de communication qui montrerait des symptômes tabous chez les femmes, qui en parlent entre elles et qui diraient « non, c'est pas normal ».
En d'autres termes, je viens d'éternuer, je viens de me faire pipi dessus. C'est normal dans la famille, tout le monde se pisse dessus. Ben non, c'est pas normal. Voilà. Ça, c'est un exemple de tabou le plus facile à dire, et je n'évoquerai pas les autres. Pour finir, cette lettre ouverte qui souhaite une stratégie nationale, dans cette stratégie nationale doivent participer l'ensemble des acteurs de la société. On a tendance, et ça c'est une demande des femmes de santé, à dire que quand on travaille de la santé, on va inviter des associations de patients, déjà c'est mieux qu'avant, on va inviter les autorités de santé, on va inviter des soignants, mais on va zapper complètement et définitivement les employeurs, mais même des employeurs qui ne sont pas du secteur, des employeurs de l'industrie, des employeurs de n'importe quel secteur de la santé, de la non-santé. Ils doivent être partie prenante dans une stratégie nationale santé de la femme. Pourquoi ? Parce que les femmes représentent 50% de la population, parce que la banalisation des manifestations cliniques demeure, parce que les biais genrés et les prises en charge, dans les prises en charge demeurent, parce que la charge mentale pèse sur les femmes, parce qu'on sait désormais que les maladies mixtes ne s'expriment pas de la même façon chez les deux, parce que beaucoup de femmes, dans leurs paroles, ne sont pas entendues et leurs paroles complètement minorées, parce que les errances diagnostiques sont trop nombreuses, parce que la recherche épidémiologique, les données récoltées, les essais cliniques ne sont pas genrés. On l'a vu sur d'autres secteurs. On l'a vu dans le cadre de la santé au travail. Mais ce n'est pas que là-dedans. Enfin, les recherches épidémiologiques ne sont pas genrées quand même dans la plupart des cas. On les a, les statistiques. Et de dire que c'est compliqué de genrer, on a les stats. Hein. Ou alors maintenant, on peut juste demander une croix de genre dans l'ensemble des questionnaires qu'on fait. Ce n'est pas insurmontable. Les spécialistes de la santé de la femme sont aussi trop peu nombreux. Les tabous, on l'a vu, demeurent. On sait désormais aussi que l'ensemble de ces points-là sont essentiels. Les biais genrés inconscients dans tous les secteurs professionnels sont présents. La caricature des femmes est présente. La recherche de la santé de la femme prise dans sa globalité n'existe pas et n'a jamais été abordée. On plane complet, en fait, et c'est ce dont on se sont aperçus l'ensemble des femmes de santé. Et quand je parle des femmes de santé, je parle de toutes les femmes, qu'elles soient avocates de la santé, start-upeuses, professeurs des universités, chercheuses, médecins de terrain, infirmières en libéral, peu importe. On s'est toutes rendu compte lors de ces états généraux qu'en fait, on n'avait pas pensé à une santé de la femme. Il n'y a pas de programme national santé de la femme. Et si on salue le programme, la stratégie nationale endométriose, elle est thématisée. Il y a énormément d'autres symptômes féminins qui sont complètement abandonnés, laissés de côté et ignorés. Il n'y a pas que l'endométriose. Il n'y a pas que des symptômes de la sphère gynécologique. La première cause de mortalité chez les femmes, c'est les accidents vasculaires cérébraux. Je vous remercie. J'ai été un peu longue, mais j'insiste vraiment sur le fait que tous doivent être inclus quand on parle de la santé des femmes, y compris les employeurs qui ne viennent pas du secteur de la santé.